Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Alors vous nous avez manqué, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est plus vu. Aujourd'hui nous allons parler de l'AFSCA, nous allons parler de votre facture d'électricité qui grimpe jusqu'au plafond. Nous allons aussi parler de l'affaire Dutroux qui n'en finit pas de ne pas finir. Michael Modrikamen, président du Parti populaire, bonjour. Oui, bonjour, je suis effectivement ravi de retrouver les internautes pour ce dialogue. Je veux quand même leur rappeler aussi qu'ils peuvent poser des questions en direct. On va essayer d'y répondre, au-delà des questions préparées sur ce sujet d'actualité. Et aussi s'excuser, puisque les dernières semaines, on a d'abord préparé le congrès, et puis la semaine suivante, c'était nos techniciens qui étaient en vacances, bien mérités. Et donc, mais nous sommes là de retour, et normalement, tous les jeudis, 12h30, on répond aux questions. Ok, ça fait plaisir de l'entendre. Alors commençons justement par ce congrès, c'était le 3 mars. Ça s'est bien passé, vous avez présenté les listes et aussi on a avalisé les propositions. Très bien passé, il y avait près de 200 personnes pour venir discuter une après-midi de politique, donc c'est très bien. Oui. Chez nous, il n'y a pas d'obligés comme au PS ou dans les autres partis où ce sont les attachés de cabinet, etc. Nous sommes des vrais militants. La salle était pleine, même les gens ont dû rester debout, donc très bon signe. Deux, le nouveau programme et les nouvelles propositions ont été adoptées chaque fois à la quasi-unanimité, donc on sent qu'ils sommes vraiment en phase avec nos militants et je pense une bonne partie de la population. Et trois, ce plaisir de présenter plus d'une cinquantaine de listes communales, les premières, avec une trentaine, quarantaine d'autres dans le pipeline. Donc on s'enracine au niveau communal. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on a eu beaucoup de réactions de gens disant « et dans notre commune, et nous, ne nous oubliez pas ». J'ai envie de dire, bon, on ne sait pas tout faire, mais s'il y a des gens qui veulent représenter le Parti populaire dans les communes où il n'y a pas encore de liste, faites-vous connaître, contactez-moi ici au parti, contactez le secrétaire général, et on essaiera de voir si on peut monter également une liste Parti populaire dans votre commune. Donc le Parti populaire ouvre ses bras à toutes les personnes motivées. Personnes motivées, elles recevront d'ailleurs une formation de fond, de communication. Il y a un encadrement qui est prévu. Mais en tout cas, il faut enraciner le Parti populaire au niveau communal, parce que c'est la grande préparation aussi, évidemment, pour les élections fédérales, régionales et européennes. Eh bien, j'aurais aimé ne pas commencer cette revue de l'actualité par cette triste affaire qui n'en finit toujours pas, évidemment l'affaire Dutroux. Ouais. Donc hier, le père de la petite Julie Lejeune a publié un message poignant sur Facebook, je vais un peu le lire. « Je suis fatigué de crier dans le vide, de me battre contre des murs. Suite à la sortie du livre et à la volonté de l'avocat de Dutroux de se battre pour libérer conditionnellement son client, donc, aucun responsable politique n'est sorti et a dit publiquement qu'il fallait remettre le fonctionnement de notre justice au cœur du débat au Parlement. » Alors, moi j'ai envie de dire, Monsieur Lejeune, d'abord, je comprends votre cri de désespoir face à tout ce qui se passe, mais vous dire, et j'espère qu'on lui répercutera le message, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez d'abord des centaines de milliers, une majorité de Belges, de Wallons qui sont derrière vous, Monsieur Lejeune d'abord, et puis il y a au moins un politique qui vous a entendu, c'est nous, c'est le Parti populaire, où nous voulons, comme j'ai déjà dit plus d'une fois, remettre les victimes au cœur du débat, et avec nous, je le redis aussi, un Dutroux, ou un autre dangereux condamné, ou un terroriste aussi condamné, ne sortirait pas. Donc, Monsieur Lejeune, je dis très clairement, vous n'êtes pas seul. Je comprends qu'il y a des moments parfois de désespoir. Il est vrai aussi que Monsieur Lejeune, le système l'a un petit peu exploité. Il a rejoint la politique et puis il s'est rendu compte, les partis traditionnels, le CDH en l'espèce, il s'est rendu compte qu'il était utilisé, et puis peut-être écarté comme une vieille serpillière qu'on n'utilise plus. Peut-être, mais je peux vous dire que dans le cœur de bon nombre de citoyens, il est bien présent. Ses enfants, les enfants Julie et Mélissa sont évidemment bien présents. Et en tout cas, au niveau du Parti populaire, il y a un soutien clair et net sur sa position. Puisqu'on a abordé un peu le CDH, on va parler alors de l'affaire Veviba avec l'AFSCA. Donc ça a commencé en octobre 2016, ça remonte à quand même pas mal de temps. C'était au Kosovo, une plainte qui a été déposée pour une falsification des dates de péremption des viandes donc en provenance de Veviba. Et c'est seulement 1 an et demi plus tard qu'on prend les dispositions nécessaires, notamment l'AFSCA, parce qu'il y a eu des perquisitions judiciaires. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire sur un dossier complexe, mais il y a en tout cas 3 enseignements à retirer. D'abord, il y a un vrai scandale. Le fait que l'AFSCA, qui est censé contrôler ce que nous mangeons, tombe à bras raccourcis
sur les petits producteurs, les producteurs de tarte au riz ou de fromage, de herbe, etc., où on remet en cause finalement ce qui se fait depuis des siècles. Les petits sont sans défense, ils doivent fermer leur entreprise. Ouais. Et puis des grandes, on se rend compte qu'il y a là, une grande entreprise comme Veviba, qu'il y a là un laxisme par rapport justement à des choses graves. Là, on a mis n'importe quoi dans les viandes. Deux, c'est un débat plus complexe, mais il est clair que nous sommes, en ce qui nous concerne, pour une filière de proximité, respectueuse évidemment de la qualité de la nourriture, mais aussi évidemment respectueuse des animaux, la manière dont ils sont abattus. Je vois maintenant les animaux devront aller plus loin pour être abattus, ça ne va pas. Nous estimons que les temps de transport doivent être courts. Mais je voudrais en profiter aussi pour rappeler que pour nous, bien sûr, la qualité de la nourriture est importante, le bien-être animal est extrêmement important. Il y a eu le problème de l'AFSCA, mais il y a eu aussi ce reportage de Gaïa avec les élevages de poules qui étaient dans un état absolument épouvantable, brûlés, sans élevage de poules industrielles en Flandre, des poules malades. Pour nous, c'est inacceptable. Nous sommes contre l'élevage industriel et avec nous, nous fermerons ce type d'activité pour que les poules, pour que les animaux d'élevage aient un minimum de vie normale d'animaux. Donc il faut le rappeler, c'est pour nous, et ce sera pour nous au niveau du Parti populaire, une des priorités. Eh bien, puisqu'on parle de consommation de viande avariée, on peut aussi parler alors de la santé avec la sortie de la ministre fédérale Maggie De Bloch qui lundi a décidé de suspendre l'arrêté royal donc, sur le dépistage systématique du cancer du sein. Donc il y a eu tout un quiproquo où elle voulait en gros améliorer, on va dire, la qualité du dépistage en essayant d'empêcher les abus, parce que l'abus de dépistage peut nuire en fait à la santé des femmes. Et c'est passé pour une tentative de couper aveuglément dans le budget de la santé. Alors pour les journalistes, pour Bertrand Haine de la RTBF, Maggie De Bloch serait coupable de ne jamais en fait contacter les journalistes francophones et serait une ministre de la Santé des Flamands. Alors ça c'est un non-débat. D'abord, les ministres francophones, il suffit de voir, les ministres flamands sont en général très maltraités par les journalistes francophones, oui. Et donc de manière générale, et il y a surtout un gouffre entre la vision de beaucoup de ministres flamands plutôt de droite et puis nos journalistes, je vais arriver, francophones. Et donc, certains les envoient promener. On sait que la NVA a aussi envoyé le soir promener pendant tout un temps, de waiver. Donc, ça, c'est un non-débat pour moi. Par contre, il y a autre chose. C'est un débat complexe sur le dépistage. Mais on sent bien que depuis plusieurs années, il y a effectivement une volonté de réduire les dépenses de santé. Alors certaines réductions de dépenses sont légitimes. Par exemple, il est clair que de manière générale, on consomme trop de médicaments. Mais il y a parfois des maladies longue durée qui nécessitent de vrais soins. On pense à certaines maladies qui faisaient l'objet de kinésithérapie et autres, et on a décidé de ne plus les rembourser. Et là, c'est un vrai problème. Et nous avons l'impression, si vous voulez, qu'on court au niveau de l'État vers de plus en plus de dépenses, quitte même à accueillir toute la misère du monde avec ce scandale de notre ambassadeur en Italie qui dit qu'il faut faire venir plus de migrants. Je dis, mais est-ce qu'il est tombé sur sa tête, notre ambassadeur en Italie? Alors que bon, les Belges qui cotisent, ou les résidents de ce pays cotisent pour leur santé notamment, eh bien, voient leurs services de plus en plus réduits. Donc c'est ça la tension. On sait que le coût de l'immigration, on revient toujours avec ça, mais c'est une réalité, c'est 10 milliards d'euros par an de coûts réels, augmente avec l'arrivée massive évidemment des migrants aussi, et les services qui étaient acquis pour nombre de Belges sont en tout cas rognés et provoquent légitimement la colère de la population. En parlant justement de coûts qui montent, on peut parler d'énergie. Donc aujourd'hui, il y a la Fondation Roi-Baudouin qui a publié son fameux baromètre sur la précarité énergétique. Oui. Un ménage belge sur 5 vit dans la précarité énergétique. Donc ça veut dire que ce sont des ménages qui ne peuvent pas satisfaire de manière régulière leurs besoins énergétiques en chauffage et en électricité. Comment cela a été possible? Beaucoup plus d'ailleurs en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre, ça, il faut le dire. Deux constats. D'abord, ça démontre que toutes les politiques socialistes menées depuis 30 ou 40 ans, qui auraient dû viser à sortir
la Wallonie de la pauvreté et de son développement ne marche pas. Oui. Hein. Et donc, moins ça marche, plus on continue dans ce pays, premièrement. Hein. Donc, nous disons qu'il faut des recettes différentes. Et les recettes différentes, c'est de remettre les gens au travail, c'est de baisser les charges sociales, c'est de baisser les impôts et de baisser les dépenses publiques. Donc ça, je crois que ça doit être très clair. Et deux, je veux dire, beaucoup de gens ne savent plus payer l'énergie parce que le coût a explosé. Pas tellement le coût de l'énergie lui-même, mais toutes les taxes, notamment pour financer le renouvelable, ont explosé. Donc nos factures sont devenues des feuilles d'impôt. Une seconde feuille, le ministre Cruc l'a reconnu, une seconde feuille d'impôt. Et je dis toujours, il ne faut jamais oublier que c'est un double impact, d'abord sur les gens qui doivent de plus en plus payer, et en plus sur toutes les entreprises qui soit s'en vont ou ne viennent pas s'installer en raison du coût de l'énergie. Je rappelle toujours l'exemple d'Andenne, où le bourgmestre me confiait qu'il y avait un gros projet de 200 millions d'euros qui n'était pas venu, avec des milliers d'emplois à la clé, s'installer, surtout à l'étranger, parce que le coût de l'énergie en Belgique est trop important. Merci les écolos et merci les politiques menées jusqu'à présent dans ce pays, complètement irraisonnables. Et en parlant justement de politique irraisonnable, on va aborder l'immigration, donc avec Bart de Wever, qui a une longue... Enfin, le magazine Wilfried, le nouveau magazine politique un peu, publie une longue interview de Bart de Wever, et notamment on peut y lire « Sur les étrangers, les Romains n'étaient pas naïfs comme nous ». Ce sont ces paroles. Sommes-nous naïfs? D'abord, je n'ai pas encore lu l'interview, elle est sortie ce matin, je pense. Oui, mais c'est très long. Mais je pense qu'effectivement, de Wever a raison. Nous sommes, nous, Européens, particulièrement naïfs. Nous sommes une culture fatiguée, relativiste, qui a oublié d'où elle venait, qui a perdu un petit peu des objectifs de vie clairs, avec un individualisme, un hédonisme. Et puis il y a des barbares à nos portes, il faut le dire. Il y a des gens jeunes, un peu comme l'Empire romain, d'ailleurs, jeunes qui sont à nos portes, qui veulent venir, qui ont une culture bien affirmée, qui ne partagent pas nos débats sans queue ni tête sur le sexe des anges, sur le genre. Le temps de Constantinople, c'était le sexe des anges. Aujourd'hui, c'est la théorie du genre ou d'autres fadaises, et qui sont là à nos portes, voire au sein de nos villes déjà, et qui, en raison justement de notre naïveté, les Romains n'étaient peut-être pas aussi naïfs que nous, mais les Romains, in fine, se sont laissés envahir par les barbares quand même, parce qu'ils étaient fatigués également. Donc nous, ce que nous prenons en tout cas, c'est le sursaut. C'est le sursaut. Le sursaut, il est évidemment politique, mais il est aussi moral, il faut le dire. Et puis aussi, on va reprendre ce vieux proverbe, à Rome, fait comme les Romains, en Belgique, fait comme les Belges. Oui, à Rome, fait comme les Romains. Ça devrait être une des clés de l'intégration. Lorsqu'on vient ici, on s'adapte aux coutumes, aux us et coutumes. On ne s'habille pas, on ne porte pas le voile, on ne s'habille pas avec des djellabas, on s'habille comme un Européen. Voilà, tout comme nous sommes, quand nous allons dans les pays arabo-musulmans, eh bien on s'adapte. Moi je peux comprendre on me demande à mon épouse, si elle rentre dans une mosquée, de porter un voile. Ça fait partie de leur tradition, etc. Mais chez nous, pas. Chez nous, on ne vit pas comme dans les pays du Maghreb. Et donc, je dis à tous ceux qui veulent venir, si vous venez ici, c'est notre leitmotiv, vous devez venir pour contribuer, pas pour vous servir. Oui. Si vous voulez vous servir, vous serez amené à quitter. Et deux, en respectant nos valeurs et traditions, sinon vous quittez aussi le pays. J'en profite vite pour de rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions en commentaire de cette vidéo. Et on vous invite à poser des questions par écrit sur le Facebook et on y répond si on a quelques-unes. Avec plaisir. Et ça nous permet aussi alors de parler donc de la Russie et des relations tendues avec Theresa May. Donc en début de semaine, un ancien espion russe a été empoisonné, sa fille aussi, sur le sol britannique. Theresa May hier a annoncé qu'elle allait exclure 23 diplomates russes et qu'elle allait cesser toute relation bilatérale avec la Russie. J'ai envie de vous dire, mais rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ça fait des siècles qu'on liquide les espions, les agents doubles, etc. Et la Russie ne fait que prolonger la politique de puissance bien comprise. Mais quand je lis, on comprend surtout que les commentaires, en tout cas une partie des dirigeants européens, c'est dommage, n'ont toujours pas avalé quelque chose. C'est que la Crimée est russe, historiquement russe, que les Russes ont repris le contrôle de la Crimée, et qui est leur terre d'allure historiquement russe et culturellement russe. Une grande majorité a voté, quasi unanimité a voté en faveur.
et que voilà, ils ne lâcheront pas cette terre. D'ailleurs, les Russes, à la différence des Européens de l'Ouest, c'est pas une nation fatiguée, c'est une nation qui a une longue histoire derrière elle, qui est prête à mettre son peuple d'abord, ses intérêts d'abord, et ils ont raison. Ils ont raison, il faut l'accepter. C'est nous qui ne le faisons pas. C'est nous qui n'avons plus rien compris depuis très longtemps, qui avons oublié ce que c'est qu'être une nation, notamment au niveau de l'Europe de l'Ouest. Puisqu'on veut d'ailleurs nous diluer dans une espèce d'Europe sans réel contenu et autres, avec les frontières ouvertes, sans tradition, hors sol, déculturée. Donc les Russes pas, et Trump pas non plus, les Israéliens pas non plus, les Australiens pas non plus. Mais nous Européens de l'Ouest, avec des Macron, avec un Charles Michel, avec un Premier ministre luxembourgeois, on a oublié justement tous ces fondements, cette identité. Nous pas au niveau du Parti populaire en tout cas. Et justement, le Kremlin est totalement scandalisé et parle d'une campagne anti-russe. Oui, mais écoutez, il faut toujours se méfier aussi. Alors, je ne dis pas que les Russes ne l'ont pas fait, hein, je veux dire, mais bon, il faut aussi être conscient qu'il y a eu parfois des cas de provocation, etc., pour faire monter la chose. Quand on voit que les Américains ont redéployé des unités de chars aux frontières russes en Pologne ou dans les pays baltes, il y a de quoi se poser des questions. Je veux dire, lorsque les Occidentaux ont soutenu un véritable coup d'État en Ukraine pour détacher l'Ukraine, le régime pro-russe d'Ukraine, de la Russie et en faire un régime entre guillemets pro-occidental, c'était aussi une provocation dans le jardin russe. Que diraient les Américains si les Russes allaient au Canada et commençaient à provoquer une sécession du Canada des traités avec les États-Unis? Que penserait-il? Que ferait-il? C'est exactement ce que l'Europe a fait et l'Occident a fait avec les Russes. Donc en gros, si je comprends bien, vous appelez beaucoup de réserves, voilà, prendre des réserves. Et voilà. La Russie doit être notre allié, dans la lutte notamment contre l'islamisme, clairement. Et la Russie a bien dit, elle n'est pas parfaite, c'est pas toujours démocratique. On sait bien qu'il y a un fort autoritarisme qui correspond en grande partie d'ailleurs aux aspirations du peuple russe, mais qu'en tout cas, la Russie réaffirme ce qu'elle est, son identité, et à cet égard-là, elle est clairement un modèle. Bien. Alors, en parlant justement de démocratie, on peut aborder le thème de la censure, donc avec trois activistes identitaires, notamment Lauren Southern, qui est donc canadienne, qui fait donc partie du Commonwealth, Brittany Pettibone, une américaine, et Martin Sellner, son ami autrichien, qui ont été refoulés à la frontière britannique. Ils devaient donner en début de semaine une conférence sur la liberté d'expression. Et ils ont été détenus dans un centre de rétention et puis ils ont été refoulés parce que les autorités ont justifié ça au nom de la lutte contre la haine raciale. Voilà, terrible ce politiquement correct qui s'empare. D'abord, premier paradoxe incroyable, on laisse revenir des djihadistes returnees d'Europe et pour soi-disant tenter de les déradicaliser, ce qui dans 90% des cas ne marche pas. 400 en octobre 2017 au Royaume-Uni. 400 sont revenus, mais des activistes éventuellement identitaires, mais qui prônent en tout cas la libre expression, pas. Je voudrais quand même rappeler, si vous allez à Hyde Park Corner, en plein Londres, vous avez chaque dimanche des prédicateurs, notamment musulmans, qui appellent à la haine contre l'Angleterre, et on les laisse faire au nom de la liberté d'expression, et des gens, des blancs identitaires, qui veulent défendre notre culture, on les refoule. Ça montre que l'Europe particulièrement, l'Europe occidentale, mais l'Angleterre n'est pas épargnée, est bien malade de ce politiquement correct qui menace, il faut le dire, nos libertés fondamentales. Et qui aussi tue des vies potentiellement. Là, je fais référence donc au scandale de Telford, il y avait déjà eu des fuites depuis un bon bout de temps, mais vraiment ce week-end, ça a explosé. Donc, pour rappel, plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles à Telford ont été violées, droguées et torturées par des gangs de musulmans pakistanais et avec des motivations ouvertement racistes, maintenant on le sait. Et ce qui est le plus affligeant dans cette affaire, c'est qu'elle a duré 30 ans parce que les assistants sociaux et la police locale gardaient le silence de peur de stigmatiser la hallucinant, hallucinant. Des centaines, il faut le dire pour les gens qui ignorent de quoi on parle, des centaines, voire des milliers de femmes, de jeunes filles violées par un gang de barbares. Il se fait qu'ils sont pakistanais, effectivement, et musulmans, tous, dans ce réseau. Et pendant des dizaines d'années, on s'est tu
pour ne pas mettre en cause une communauté. Et ça, au détriment de centaines de victimes. Ça, c'est aussi, si je peux dire, les ravages de ce politiquement correct qui est en train de nous miner, et la population ne le supporte plus, et elle a raison. Et je dis à la population, speak up, parlez. En tout cas, nous ferons au niveau du Parti populaire les porte-paroles, nous dirons tout haut ce que vous pensez tout bas. Nous ne nous tairons pas, Nicolas, et nous le mettrons en pleine gueule chaque fois qu'il le faudra, en pleine face chaque fois qu'il le faudra. Et vous pensez qu'il est possible qu'il y ait un Telford ou un Rotterdam, parce que ça, il faut aussi le dire, en fait, il y a déjà eu un scandale similaire au Royaume-Uni, ce n'est pas leur première fois, donc avec Rotterdam, où là c'était entre, je pense, 1990 et 2010 aussi, plus ou moins, la même séquence de faits. Est-ce que ça peut arriver en Belgique aussi Ça peut arriver partout en Europe occidentale. Et je veux dire, on le voit, alors je ne sais pas un tel scandale, telle ampleur, mais quand on voit un journaliste français expliquer récemment que, je pense que c'était le correspondant de Libération à Bruxelles, Jean Quatremer. Jean Quatremer, qui expliquait sur une chaîne française qu'effectivement, les journalistes s'auto-censuraient et que lorsque c'était par exemple des gens d'origine étrangère qui avaient commis des faits, on européanisait les noms. On mettait Jean à la place d'Ibrahim, ou pour prendre un exemple très, très précis. Donc tout ça est entré effectivement à des degrés divers dans les consciences, en tout cas de certaines presses, chez certains magistrats, on le sent bien aussi, chez les politiques évidemment qui ont absorbé tout ça. Et ça mine, le fait de ne plus dire les choses, mine les fondements de la démocratie, parce que ça veut dire que le débat démocratique est confisqué. Ça veut dire aussi très clairement que si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas trouver de solution. Je répète toujours ce mot de Camus, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Sans d'abord dire les choses telles qu'elles sont, eh bien, ça ne peut pas marcher. Eh bien, j'ai une question sur les suites des affaires juridiques avec la RTBF et RTL. Très bonne question. Alors, nous avons plaidé l'affaire contre RTL et nous sommes dans l'attente de la décision, affaire complète. En ce qui concerne la RTB, ils ont voulu saucissonner les choses et d'abord discuter de la compétence. On l'a fait, puisqu'on est devant le tribunal de commerce aussi contre la RTBF, et nous avons gagné sur toute la ligne contre la RTBF sur la compétence. Et donc, on continue devant le tribunal de commerce. Maintenant, on attend, d'ici un mois ou deux, on plaidera le fond contre la RTBF également devant le tribunal de commerce. Donc ils ont connu une première défaite, bon, c'est une question de procédure, mais en tout cas on sent bien qu'ils ne voulaient pas être devant le tribunal de commerce, qui est une juridiction très indépendante, avec des gens qui viennent, des juges consulaires qui viennent du monde de la société civile, à la différence des juges purement professionnels du tribunal de première instance. Et on sentait bien que la RTBF était très très réticente à être devant le tribunal de commerce. Eh bien, elle aura à s'expliquer quant à la violation de l'obligation de pluralisme, quant à leur mépris envers le Parti populaire et ses électeurs. Elle aura à s'expliquer devant le tribunal de commerce et j'espère qu'elle sera condamnée. Puis j'aimerais quand même rajouter, parce que c'est un fait assez intéressant, que le Parti populaire a en fait du soutien, même en dehors de ses rangs, sur cette question. Je pense par exemple au blogueur Drieu Godfriedi qui postait il n'y a pas longtemps que le traitement du Parti populaire, en dépit de tous nos défauts, était honteux par la RTBF. Oui. Je pense aussi à Alain Destex. Oui, alors c'est intéressant dans le chef d'Alain Destex, puisqu'il est membre d'un autre parti, on est concurrents, le MR, et il donnait comme exemple, il disait qu'il faut réformer ou fermer la RTBF, parce qu'elle est devenue une officine de gauche, et il donnait comme exemple, elle donne la parole, disait-il, à un parti stalinien comme le PTB, qui se réclame des pires dictatures qui aient pu exister. Maoïste. Maoïste et stalinien, je veux dire. Et en ce qui nous concerne, nous qui nous revendiquons de la démocratie, qui avons pour modèle un Churchill, bien nous sommes boycottés par la RTBF. Et il disait, une télévision comme celle-là, elle n'a pas le droit de subsister. Il faut la fermer, il faut la réformer ou la fermer. Et il a raison. Et Drieu Godfriedi dit exactement la même chose. Je veux dire, il se croit au-dessus des lois, alors que ces gens reçoivent 225 millions d'euros par an du contribuable, de l'ensemble, des contribuables wallons de gauche comme de droite, et ils ont pris en otage, ils ont kidnappé la RTBF pour en faire une officine d'extrême gauche. Donc, en ce qui nous concerne, et ils le savent au niveau de la RTBF, nous sommes demain au pouvoir. D'abord, toute la direction sera virée. Pour y mettre de vrais journalistes, je le redis, nous sommes au pouvoir demain. Vous, messieurs qui êtes à la tête de la RTBF, vous serez tous virés, en ce compris la direction de l'information, ça va être très clair, et on mettra de vrais journalistes
c'est-à-dire des gens à la fois de gauche, de droite, et qui mettent en avant tout, l'information, et qui, respectent le pluralisme, mais pas cette bande de guignols qui se trouve aujourd'hui à la tête de l'information. Puis alors, il y a aussi la presse, notamment, qui est subventionnée. J'y repense parce qu'il y a eu tout un débat cette semaine sur l'introuvable droite francophone. Et tout le monde était appelé à commenter. Ouais. Tout le monde sauf... Ah, ils sont incroyables. On est le seul parti de droite assumé. Et tout le monde parle de la droite, sauf sans parler de nous et sans nous interroger. Alors on donne la parole, effectivement, c'est intéressant, à Drieux, Godfredi, ou à Étienne Dujardin. Étienne Dujardin, mais qui ne pèse rien, qui ne représente pas grand-chose, si ce n'est eux-mêmes et leurs plumes, soit. Mais je veux dire, de très bonnes plumes, je veux dire, ils écrivent des choses intéressantes tous, hein, beaucoup de respect pour Drieux, enfin, voilà, ce sont des commentateurs. Mais le parti qui incarne cette droite, qui a fait 150 000 votes aux dernières élections, personne ne pense à venir nous poser la question, nous interroger sur ce qu'on fait. Hein, je veux dire, on fait un congrès où on présente 55 listes et pas un journaliste ne vient. Et après, il nous dit, mais où est la droite? Mais messieurs, j'ai envie de leur dire, messieurs, la droite, elle est sous vos yeux. Faites seulement votre travail de journaliste. Pas de polémiste ou de personne qui est orientée pour ne voir que certaines choses et pas d'autres. Hein, parce qu'en plus, le court et le long dans ce débat, c'est que notre ami de Stex voudrait bien créer un courant au sein du MR, mais tout le monde dit « oh non, pas de courant », etc. Et il est bien seul, au niveau des cadres en tout cas, à incarner ce MR. Le MR, il faut le rappeler, c'est un parti centriste, au mieux, voire même avec une aile gauche. Et puis, il y a quelques francs-tireurs isolés, respectables comme de Stex, mais qui ne représentent en rien l'action politique. Et donc, la plupart des électeurs du MR sont des cocus. Et beaucoup de militants sont des cocus. Ils nous le disent, ils prennent contact avec nous également pour s'en plaindre, d'être justement les cocus du système. Et j'ai envie de leur dire, messieurs, le Parti populaire, nous assumons. Quand notre ami Alain de Stex prend des positions droitières, hein, il est, vilipendé par son parti, on l'exclut des listes, etc. On le met de côté. On se rappelle de lui que pour les élections, pour essayer de jouer les attrape-voix à droite, hein, très clairement. Mais quand il ouvre sa bouche pour défendre des positions de droite, tout le monde lui tombe dessus au MR. Moi, j'ai envie de lui dire, Alain, au Parti populaire, quand tu prends des positions comme cela, tu aurais les applaudissements et le soutien unanime du bureau politique. Hein, plutôt que la bande de personnes. Non, c'est peut-être bien qu'il y ait aussi quelques personnes à droite au MR, ça facilitera peut-être demain les contacts le jour où il faudra former un gouvernement. Et justement, donc on parlait du congrès et de la couverture médiatique. Oui. Le Parti populaire a quand même eu 17 secondes au JT de la... Extraordinaire, à comparer avec les minutes, hein, les 5 minutes consacrées au congrès du PTB ou de Défi. Donc, ils se sont sentis obligés de couvrir, surtout en plein procès, avec 17 secondes, sans que je montrer une image, qu'on s'était réunis, sans qu'il y ait la moindre interview, sans qu'il y ait le moindre écho à nos propositions. C'est évidemment inacceptable, ça démontre le traitement qu'ils ont. Je veux dire, c'est une caricature. La RTBF, c'est la Pravda, je dis, dans toute sa splendeur. Et donc, je peux dire qu'elle doit être réformée, comme je l'ai dit, ou fermée, purement et simplement. Bon, moi, je prends ces 17 secondes pour un bon signe, en tout cas pour l'avenir. Oui, mais bon, un bon signe, je crois qu'on le voit. Vous savez, si vous voyez sur les réseaux le nombre de gens qui nous rejoignent, qui nous suivent maintenant, hein, c'est en train d'exploser. Vous savez, c'est très simple. Il y a aujourd'hui une grosse attente de la population. Et il y a nous. Il y a nous qui répondons globalement à cette attente. Parce que vraiment, nous sommes le parti que beaucoup de Belges, beaucoup de Wallons et Bruxellois attendent. Et pour empêcher cette rencontre, hein, la presse et les professionnels ont mis une espèce de barrage. Hein. Il ne faut surtout pas que les citoyens sachent qu'il y a un parti qui répond à leurs attentes, qui veut balayer tout le politiquement correct, qui veut balayer tous les partis traditionnels corrompus qui se sont servis. Et donc, mais ce barrage, hein, il est en train de vaciller. On voit qu'il y a des fuites partout dans ce barrage. Et le jour où il s'écroulera, et il est proche de s'écrouler, ce sera un raz-de-marée pour le Parti populaire. Je prends le pari avec vous que nous allons vers ça. Et les partis traditionnels et nos amis gauchistes de la presse le savent. Ils le savent qu'on est en train d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils sont inexistants, on ne parle surtout pas d'eux. Hein. On est en train de faire un sondage pour l'instant, comme vous le savez, et les premiers résultats que je vois, notre propre sondage montre que nous sommes beaucoup plus haut que ce que les sondeurs officiels veulent bien donner
au niveau de la RTBF ou d'RTL. Là aussi, il y a une manipulation, on y reviendra sans doute la semaine prochaine. Hein, il y a une manipulation claire de l'opinion. Eh bien, alors, je pense qu'on peut finir sur ces bonnes prédictions. En tout cas, Michael Modric-Amen, merci beaucoup. Merci, écoutez, j'espère que je dis à tout le monde, d'abord rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, likez notre page, partagez ces vidéos. Il faut qu'un maximum de citoyens entendent qu'il y a un discours alternatif, qu'il y a des prises de position non politiquement correctes, que nous sommes debout et que nous sommes en marche. Le Parti populaire s'est mis en marche vers les élections communales et puis demain les régionales, les fédérales, les européennes. Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont suivis et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.